Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous autour de l'innovation RH. Comment est-ce qu'on implémente des pratiques d'innovation et des pratiques agiles au sein de départements RH au service de la transformation des organisations. Donc, je suis navré d'avance, le petit bitonio pour changer les slides ne fonctionne pas, donc je serai ici pour changer mes slides. Je suis donc Julien Kokinos, partenaire innovation chez Reactive. Très rapidement sur mon parcours, j'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet, où j'ai très rapidement identifié les limites des cycles en V, des modèles en cascade, et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'agilité, et donc comment s'inspirer de ces méthodes pour être plus efficace et plus impactant au quotidien. J'ai ensuite rejoint un grand groupe dans la distribution spécialisée pour m'occuper d'un périmètre plutôt commercial avec beaucoup de conduite du changement où j'ai été partie prenante sur des transformations essentiellement liées aux individus. Et ensuite, directeur des revenus et de l'expérience client au sein d'un leader de la EdTech où l'enjeu était de transformer l'entreprise de société de services à organisation produit. Et donc aujourd'hui, les deux cas d'usage dont je vais vous parler sont issus de ces deux expériences-là, donc au sein du grand groupe de distribution spécialisée et également au sein de l'entreprise de EdTech. Comment est-ce qu'on arrive à innover de manière à apporter de l'impact aux organisations de façon très pragmatique, très concrète. L'idée, c'est qu'on puisse échanger aussi à bâton rompu en fin de présentation. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre de façon très spécifique sur ce qu'on aura pu voir ensemble. Quel est le point commun, selon vous, pour démarrer, entre les différents points que vous voyez à l'écran? La qualité de vie et les conditions de travail, le recrutement, le management, etc. C'est la RH. Si on creuse un peu. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est effectivement la centricité humaine des pratiques RH. Alors, on entend beaucoup et en permanence être centré sur l'humain, c'est vrai. Néanmoins, c'est une conversation qu'on doit vraiment mettre au devant de la scène aujourd'hui avec tous les changements, toutes les transformations, tous les challenges qu'on rencontre d'un point de vue RH aujourd'hui dans les entreprises. Si on veut aboutir à de l'impact, à de la performance, à de la rétention des talents, il faut se positionner dans cette optique de se recentrer sur l'humain. Et on va découvrir une pratique, un framework qui permet de le faire. L'état actuel de la fonction RH, donc pourquoi on parle de se recentrer sur l'humain, des transformations de plus en plus récurrentes, parfois, voire souvent, un faible engagement des collaborateurs vis-à-vis de ces transformations. Beaucoup de discussions, beaucoup d'irritants qui aboutissent à des turnovers, peu d'adoption des solutions une fois déployées. Donc l'idée, c'est de se dire, face à tous ces challenges, comment est-ce qu'on arrive à accueillir le changement plus sereinement, de manière à créer de l'impact, à créer de la valeur et surtout à innover. On va parler de design thinking et design organisationnel. Alors, ceux d'entre vous qui sont dans le produit ou dans l'IT, très certainement connaissent très très bien le design thinking. L'idée aujourd'hui, c'est d'en parler avec un prisme RH, un prisme people. Comment est-ce qu'on utilise ce framework de manière à apporter de l'impact aux collaborateurs et derrière au business, aux transformations. Très rapidement, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui connaissent que de nom, le framework du design thinking, c'est 5 étapes qui ne sont pas forcément linéaires, qui sont itératives. Donc on est bien sur une méthode agile, mais une méthode d'innovation agile. On va rentrer dans un mode projet où on va démarrer par une phase d'empathie. Donc on va apprendre à connaître nos clients. Et quand je parle de clients, en l'occurrence, dans notre contexte RH, c'est nos clients internes, les collaborateurs de l'entreprise, qui sont des clients. Il existe un certain nombre d'outils pour chaque étape. On ne va pas forcément rentrer dedans tout de suite parce que c'est très long. Néanmoins, l'idée, c'est d'aller chercher à rassembler les différentes parties du puzzle pour essayer de comprendre quelle est notre problématique, qu'est-ce qu'on essaye d'impacter et qu'est-ce que ressentent nos clients, qu'est-ce que ressentent nos collaborateurs vis-à-vis du contexte actuel de la transformation en question. Ensuite, on va définir, à partir de ce qu'on aura récolté comme information, quel est notre objectif, quelle est la situation idéale, est-ce que la transformation, est-ce que l'innovation qu'on essaye de mettre en place est à la fois désirable pour les clients, est viable économiquement et constructible par les équipes. Et c'est l'alliance de ces 3 paramètres
qui va vous donner une indication de est-ce que votre transformation ou votre innovation est ce qu'on va appeler parfaite, à savoir répond à l'ensemble des critères qui favorisent la réussite de cette transformation et de ce projet. Une fois qu'on a défini notre cible, on va commencer une phase d'idéation. Et là, ce qui est très important, au-delà de dire on va échanger des idées, c'est on va rentrer dans cette phase d'idéation dans le cadre d'une équipe qui est pluridisciplinaire. Et ça, c'est un des critères les plus importants en design thinking et en design organisationnel, c'est de sortir des silos et de ne pas échanger qu'avec des personnes qui sont issues de notre métier. Effectivement, vous êtes sur une transformation RH, mais c'est extrêmement intéressant d'intégrer dans la boucle de réflexion des personnes du produit, de l'IT, du business, du marketing. Et c'est cette richesse de points de vue qui va vous permettre d'aboutir aux idées les plus intéressantes et les plus percutantes à la clé. Une fois qu'on aura traversé cette phase d'idéation, on va rentrer dans la phase de prototypage. Alors, quand on parle de prototypage, souvent on pense design, on pense produit. Comment est-ce qu'on prototype des solutions sur le plan RH ? Eh bien, il y a plusieurs choses qui sont tout à fait possibles. Refondre par exemple un organigramme et le tester sur une durée très courte, simplement voir comment ça se passe. Également, prendre qu'une petite partie de la transformation, l'implémenter sur le terrain et pareil, faire du test and learn, voir comment ça se passe. Il y a tout un tas de solutions et d'outils qui sont possibles à mettre en place, mais évidemment, ça dépend de chaque organisation, de chaque enjeu, et ce n'est pas du sur-étagère. Une fois terminée la phase de prototypage, ce qu'on pense être une bonne solution, une bonne approche, on va passer à la phase de test et d'implémentation. Et une fois donc on est en phase de test et d'implémentation, on confronte nos théories à la réalité du terrain et on voit ce qui fonctionne moins, et on itère. On retourne potentiellement à la phase de définition, à la phase d'empathie, pour affiner notre proposition de valeur et affiner la direction vers laquelle on souhaite aller. Cette méthode ne peut fonctionner que si on est dans une logique de sortir de notre zone de confort, d'expérimenter des choses, d'être OK avec la perspective de travailler de façon collaborative. Ça peut sonner finalement un peu convenu, ce que je dis, mais dans les faits et sur le terrain, on le constate tous les jours, c'est pas si simple que ça, d'embarquer, de créer des équipes pluridisciplinaires avec différents métiers pour s'accorder autour d'une solution globale. Mais en tout cas, avoir cet état d'esprit du droit à l'erreur, d'être dans l'action, faire est mieux que parfaire, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel tout le monde doit se mettre d'accord de manière à lancer le processus. Avant de vous parler des deux cas d'usage que j'ai à vous présenter, un autre point qui est extrêmement important, c'est le processus design thinking peut durer des années, peut durer des mois, mais peut durer également quelques jours. On peut tout à fait être confronté à une problématique et se dire « Ok, j'ai pas la bande passante, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget pour me lancer dans une grosse démarche de découverte et d'innovation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, mettons, ce qu'on va appeler un design sprint, et tout simplement, sur une durée de 4 jours ou 5 jours, prendre une problématique extrêmement précise, la traiter dans le cadre de ce processus design thinking, définir des OKR clairs et simplement analyser quel a été l'impact sur ce sujet spécifique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Les deux transformations dont je vais vous parler ont commencé par un design sprint d'1 semaine, pour ensuite devenir un rituel et quelque chose de plus régulier dans l'organisation. Donc premier cas d'usage, améliorer l'expérience client par la polyvalence des équipes. Donc là, le contexte, on est donc au sein d'un groupe de distribution spécialisée, d'un grand acteur français. Et donc l'enjeu est d'améliorer l'expérience client en magasin. Alors, il y a deux sujets. Il y a le web qui prend une grosse part des ventes. Donc je vous parle de ça il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, mais ça date de 2014, ce use case, donc ça commence à dater. Et comment est-ce qu'on arrive à favoriser la polyvalence des équipes au sein d'un centre de profit. Pour vous donner une anecdote très concrète, vous arrivez dans une boutique, vous demandez à être conseillé pour un téléviseur, mettons un téléviseur OLED. Vous avez un vendeur en face de vous avec un gilet du magasin qui est à 2 mètres, je vois des sourires, donc ça vous arrive a priori à tous, qui est à 2 mètres du produit et qui vous dit « Ah non, ça je ne connais pas, je ne sais pas vous renseigner, c'est mon collègue qui est là-bas ». Sauf que le collègue qui est là-bas a déjà 3 personnes à renseigner. Et d'un point de vue client, c'est difficilement compréhensible d'avoir quelqu'un qui représente le magasin et qui n'est pas capable de renseigner alors qu'il est à 2 mètres du produit.
Donc l'enjeu, c'est effectivement d'améliorer cette expérience client, équilibrer le ratio entre les ventes en magasin et les ventes sur le web, et améliorer ce qu'on appelle donc le Net Promoter Score, qui est une métrique d'évaluation de la satisfaction client. La problématique, donc on part d'un postulat qui est bienveillant, d'accord ? On ne se dit pas que les vendeurs, en l'occurrence, n'ont pas envie de le faire, chercher la cause racine de la problématique. Les hypothèses qu'on a commencé à émettre, c'est que les vendeurs ont souvent des expertises qui sont extrêmement spécifiques. Ce sont des personnes qui sont dans l'entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ont été recrutées pour une expertise qui est très spécifique, à un moment où la polyvalence n'était pas un sujet. Également des contrats de travail qui sont souvent très restrictifs. Des cas comme tu es vendeur de téléviseurs 40 pouces. Très bien, mais quid des 50 pouces, des 55 pouces, des 65 pouces, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, moi c'est pas dans mon contrat. Encore une fois, d'un point de vue client, c'est difficilement audible et difficilement compréhensible. Donc comment on apporte de l'impact sans avoir, et comment du changement surtout, sans avoir de moyens de récompense ou de coercition, parce que c'est dans le contrat de travail du collaborateur. Et du coup, engagement collaborateur en dents de scie, parfois ça va bien, parfois ça va pas bien, et donc pas forcément un impact sur la performance économique de l'enseigne. Avant de se lancer donc dans un cycle de design sprint autour du design thinking, on va définir des OKR. Donc là, en l'occurrence, les objectifs qu'on a définis, c'est 80% des équipes formées, parce que comme on s'est dit, on part de l'hypothèse que les collaborateurs ne sont évidemment pas formés sur l'ensemble des produits et que ça peut être un frein, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver devant un client et pas lui apporter de la valeur et le conseil qu'il a besoin d'avoir sur le moment. 70% des équipes polyvalentes et polycompétentes, et on part de très loin. À ce stade, on est à 10-15% des équipes qui sont polyvalentes. Et un score NPS à 50. Donc ça, c'est nos objectifs. Pour démarrer, comme on n'a pas de pouvoir de coercition, comme on n'a pas de vrais moyens de récompense concrets, eh bien, on rentre dans ce cycle de design thinking où on va impliquer, donc on va créer une équipe pluridisciplinaire, à la fois l'ensemble du management du magasin, même s'ils ne sont pas directement concernés sur ce sujet spécifique, leur expertise, leur expérience, leur point de vue est riche et peut apporter des idées et des points de vue intéressants, mais également les équipes. Donc, les actions qu'on a mis... Donc, évidemment, on rentre dans ce cycle du design thinking, donc immersion et empathie, on interviewe les collaborateurs, on échange avec eux, on essaye d'identifier quelles sont leurs difficultés, leurs pain points, pourquoi ils n'ont pas envie d'être polyvalents. Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un s'adresse à eux, il le renvoie vers quelqu'un d'autre alors qu'il pourrait, dans l'absolu, le faire? Définir une stratégie vers laquelle on souhaite tendre, émettre des idées qui nous paraissent pertinentes, prototyper une première approche, dont on va parler là, et ensuite la tester sur le terrain. Donc ce qu'on a fait à la suite de ces interviews et de la définition et de nos idées, c'est lancer un programme de formation pour les équipes. Alors, ce qu'on aurait pu faire traditionnellement si on n'avait pas fait de design thinking, c'est contacter un prestataire, lui demander de créer une formation sur étagère, enfin sur mesure, mais qui a des allures de formation sur étagère, très honnêtement, très souvent. Une formation sur 2 jours, descendant, et voilà, et s'arrêter là. Et donc avec tout l'impact que l'on connaît malheureusement sur ce type de formation, à savoir sur la durée, on va retenir seulement 10%, et on va difficilement pouvoir l'appliquer sur le terrain parce qu'on n'apprend pas, voilà, on ne pérennise pas en tout cas les connaissances après 2 jours de formation. Donc ce pourquoi on a opté, c'est plutôt faire former les collaborateurs par leurs collègues. Et donc en l'occurrence, les adjoints des managers ou ceux qui étaient particulièrement motivés pour le faire et qui sont experts sur un périmètre se proposent de former leurs collègues dans une démarche un peu de peer coaching, peer training, de manière à pouvoir aussi derrière les accompagner au quotidien. Et ça a eu un impact énorme pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'équipe elle-même qui construit finalement sa stratégie collaborative au service des clients, et on peut la pérenniser au quotidien à travers le coaching de ce qui a été vu avec ton collègue, avec ton manager, et surtout aussi la formation qui a été conçue par les équipes était au plus près de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on était complètement sorti des codes de la formation traditionnelle, qui est très bien, hein, enfin, potentiellement il y a des choses très intéressantes. Néanmoins, il y avait une grosse part de pratique, il y avait une grosse part de terrain, il y avait une grosse part de remédiation à chaud suite à une interaction avec un client. Il y avait une approche digitale qui a été intégrée avec des mini-serious games, il y avait plein de choses, et toutes ces idées-là sont venues de l'équipe.
Et donc beaucoup plus d'adhésion, beaucoup plus envie d'y aller, quoi. On a également redéfini des objectifs et des résultats clés orientés expérience client. Les objectifs, qu'on n'a pas abandonnés évidemment, étaient principalement, voire exclusivement, orientés vers le business. Donc le chiffre d'affaires, les ventes en bénéfices, le ratio entre les produits maîtres et le service, etc., etc. Très bien, on en a besoin bien entendu. Mais il manquait des KPI d'expérience client. Tout simplement, le NPS par exemple n'était pas animé au quotidien auprès des équipes. Les retours clients qui a été émis sur le site Fnac.com suite à une expérience en magasin n'étaient pas partagés également aux équipes. Donc tout ça, c'était quelque chose qu'on devait revoir, et donc à partir de là, définir des OKR qu'on anime chaque matin auprès des équipes orientées expérience client. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça donne beaucoup plus de sens aux équipes. C'est-à-dire que quand les indicateurs clés ne sont pas que orientés business, mais sont également orientés sur la satisfaction du client que tu sers tous les jours, bah, effectivement, on a plus envie de s'impliquer. Et indirectement, par ricochet, on s'intéresse aussi davantage au business derrière. Et faire réaliser à l'équipe ce qu'on appelle une Customer Journey Map, donc les points clés de l'expérience client, de son entrée en magasin jusqu'à son départ. Et ça a eu un impact absolument bluffant, parce que ça permet d'avoir une représentation visuelle, concrète, de ce que vit un client dans une boutique. Et ça paraît bête parce que on est tous les jours sur le terrain, on est tous les jours confronté à des clients, donc on pourrait se dire, mais on la connaît l'expérience du client, on sait par quoi il passe. Mais le simple fait de le représenter visuellement et de faire en sorte que cette représentation visuelle soit faite par les équipes, bah, ça a un impact énorme, parce que ce qu'on entend au moment où c'est réalisé, c'est « Ah oui, non mais c'est vrai qu'on devrait être plus impactant à ce moment-là. C'est vrai que j'ai tendance à faire comme ça alors que je devrais faire plutôt comme ça. » On est dans un processus d'empathie. Et on n'est plus que dans un processus business. Et en général, quand on est dans un processus d'empathie, il y a un impact business derrière, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Donc, design sprint d'une semaine, avec des solutions très ciblées, petit programme de formation créé par les équipes, une Customer Journey Map réalisée par l'équipe, et des OKR orientés satisfaction, expérience client. Ce qu'on a pu constater donc, à 3 mois de cette expérience, finalement très courte et très peu coûteuse, c'est que 80% de l'équipe, une quarantaine de personnes, étaient formées. Donc finalement un sacré pourcentage. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais l'approche collaborative a fait qu'ils ont eu envie de le faire. 90% de l'équipe polyvalente et polycompétente. Donc globalement, à part quelques individus, l'ensemble de l'équipe était plutôt partante pour, à défaut d'être forcément experte sur un sujet, à minima prendre en charge le client, débroussailler son besoin et ensuite le passer entre les mains d'un collaborateur plus pertinent sur le sujet. Un score NPS qui est passé à 62. Et donc, on s'est bien rendu compte du coup qu'une des grosses pain points, c'était le manque de prise en charge lorsqu'on arrivait en magasin, pour des raisons d'effectifs réduits, pour des raisons, plein de raisons. Mais en tout cas, le fait de ne pas être pris en charge avait un impact énorme sur la qualité de l'expérience client et donc le NPS. Ce simple switch a permis une sacrée croissance au niveau de cet indicateur. Puis un indicateur qu'on n'avait pas prévu, mais qui était très agréable, c'est l'engagement des collaborateurs aussi. À travers ce premier exercice qui s'est pérennisé dans le temps, on a eu 3 personnes qui se sont révélées comme étant des potentiels évolutifs, qui se sont tout simplement présentées avec une envie d'évoluer dans l'entreprise, d'accéder à des rôles de responsabilité. Et donc, comme je vous dis, ça c'était autour de 2014, on est près de 10 ans plus tard. Ces 3 individus aujourd'hui sont responsables et sont managers de leur périmètre. Et ça c'est génial. C'est génial parce que c'est les KPI qu'on n'attendait pas, mais qui sont là. Et ça fait toujours plaisir. Et c'est une bonne façon d'évaluer l'engagement. Lorsqu'on a envie d'évoluer au sein de son entreprise, c'est qu'effectivement on y croit et qu'on a envie de pérenniser l'expérience sur la durée. Alors que potentiellement on n'était pas positionné avant l'exercice. Deuxième cas d'usage, transformer une organisation orientée service en organisation produit. Alors ça c'est un gros challenge aussi. Donc le contexte, on est dans une entreprise qui fait des projets sur mesure. Donc appel d'offres, cahier des charges, le
le deal est conclu. Et derrière, obligation de résultat. Très bien, ça fonctionne. Switch en 2016 avec la conception d'un produit digital mis sur le marché. Et du coup, on se rend compte que c'est pas pareil. C'est pas le même business model, c'est pas la même organisation surtout. C'est pas les mêmes équipes à mettre en place. Et donc du coup, comment est-ce qu'on arrive à travailler du produit, à vos souhaits? Comment est-ce qu'on arrive à travailler du produit? Comment est-ce qu'on sort d'une gestion de projet qui était effectivement une gestion de projet en cascade? On peut évidemment faire du service avec des méthodes agiles, mais en tout cas là en l'occurrence on était sur du waterfall. Donc comment est-ce qu'on arrive à changer l'état d'esprit des équipes en place sans licencier? Parce que ce n'est pas l'objectif en fait. L'objectif c'est de faire grandir l'entreprise et faire réussir cette transformation. Une faible rétention, 39%. Donc, qu'est-ce que j'entends par rétention? On est sur un produit digital, on est sur un business model à l'abonnement, abonnement annuel. C'est un produit qui intéresse, c'est un produit qui interpelle, on arrive à le vendre. Néanmoins, très peu de personnes renouvellent leur abonnement. Même chose, on émet des premières hypothèses. On constate qu'il n'y a pas de ce qu'on va appeler un product market fit. Donc, en gros, de quoi on parle? Il y a un produit, il y a un marché, mais à un moment donné, ça communique mal. On ne sait pas pourquoi. Il y a un intérêt pour le produit, il se vend, mais très peu de clients restent. Et donc, du coup, très souvent, ça vient de là, une problématique de product market fit. Une problématique de valeur perçue. Donc, on a un produit qui peut faire énormément de choses, qui peut vraiment transformer la vie professionnelle, en tout cas, de ses utilisateurs. Donc, on est, en termes de cible client, on est sur des concepteurs pédagogiques, on est sur des formateurs, et on est sur un produit véritablement innovant et qui peut apporter beaucoup de valeur. Néanmoins, seulement 20% des fonctionnalités, ce qui est très peu sur un produit de ce type, sont utilisées. Donc, on a un problème de valeur perçue. Et absence de suivi client. Comme on est une entreprise qui initialement fait du service, fait du mode projet, on n'a pas du tout ces réflexes de mettre en place du customer success, de la formation, du support, il y en avait, mais c'était les balbutiements. Donc la même chose, on définit nos objectifs, donc augmenter le pourcentage de rétention à 70%, ce qui est un objectif assez normal dans le produit digital, c'est-à-dire que 39% c'est très très bas comme taux de rétention, 70% c'est plutôt normal sur des solutions SaaS classiques. Et donc on n'était pas trop gourmand, c'est ce qu'on s'était fixé comme objectif. Effectuer 80% de croissance en annual recurring revenue, donc les revenus récurrents annuels, et améliorer la stickiness. Désolé pour les anglicismes, mais ce n'est pas des mots qui se traduisent très bien. La stickiness, c'est très simple, c'est le ratio entre le nombre de connexions par semaine versus le nombre de connexions par mois. Et ça, c'est ce qui nous permet de savoir que le produit est utilisé, et, enfin, tout simplement, que le produit est utilisé par nos utilisateurs. On était à 3% de stickiness, on visait 10%. Donc la même chose, on rentre donc dans ce processus, on prend les équipes en place qui n'ont absolument aucune expérience dans le produit digital, qui ont saisi une opportunité business qu'ils ont considérée pertinente et intéressante. Et la première chose qu'on a fait, c'est tout le monde parle aux utilisateurs, tout le monde parle aux clients. Des développeurs au marketing, des commerciaux, en passant par le PDG de l'entreprise, évidemment la ligne managériale. À un moment donné, tout le monde lève son téléphone, va rencontrer le client et récolte un maximum d'informations et de compréhension, ce que moi j'aime appeler une compréhension explicite du problème. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez que 20% des fonctionnalités? Pourquoi est-ce que vous ne renouvelez pas votre abonnement dans un an? Tout simplement. Et une fois qu'on obtient ces connaissances-là, on définit notre stratégie, on met en place une idéation, etc., etc. Voici les actions qu'on a mises en place au bout de cette semaine de sprint. Restructuration des équipes. Donc l'idée, c'est avec les équipes donc, qui étaient partie prenante de cette réflexion, évidemment, c'était absolument pas que la ligne managériale. Eh bien, OK, toi, tu es développeur. En revanche, on a constaté que tu as une appétence pour le service client et que tu es bon là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais d'être part-time développeur et part-time chargé de support, par exemple? OK, très bien. On n'a pas de directeur produit. Aujourd'hui, on a besoin d'implémenter des méthodes agiles. On va recruter un directeur produit. Et la personne qui était lead de l'équipe de dev était complètement d'accord avec l'idée parce qu'elle s'est bien rendue compte, suite au fait d'avoir été en relation avec les clients, que ses compétences et ses connaissances à l'instant T avaient des limites et qu'elle avait besoin d'être épaulée. Et c'est beaucoup mieux digéré, parce qu'elle a participé à cette réflexion. J'en passe et des meilleurs, et donc
des recrutements, des mobilités internes, de manière à restructurer l'entreprise autour d'une logique produit. Implémentation de processus UX. On est sur une entreprise qui effectivement faisait du projet. De temps en temps, il y avait un consultant UX, mais voilà, c'était très ponctuel. Aujourd'hui, sur du produit digital, on a besoin d'avoir des personnes en interne qui sont expertes du sujet de l'expérience utilisateur. Donc, non seulement recruter des personnes, mais implémenter l'état d'esprit UX au sein de l'entreprise. L'UX, c'est évidemment l'UX design, mais c'est également l'UX research, la recherche utilisateur. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'implémenter des méthodologies de recherche en continu, en tenant compte effectivement de la maîtrise des coûts. Et c'est possible de le faire quand on corrèle ça au ROI que ça génère, en fait. Quand on définit des objectifs clairs avec des métriques à analyser. Et enfin, implémenter des méthodes agiles et d'innovation pour aboutir donc à ces résultats-là. On passe à un taux de rétention de 84%. Pourquoi ? Pourquoi passer de 39 à 84% ? Parce que chaque développement, chaque action qu'on a menée sur le produit dans la première année, suite à ce premier design sprint, était directement liée au retour utilisateur qu'on a obtenu durant cette simple semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a pu récolter suffisamment d'input, suffisamment de retours clients qui nous ont permis de redéfinir notre roadmap et de nous focaliser sur ce qui peut avoir de l'impact tout de suite. Et donc, du coup, en corrigeant les défauts de la solution, eh bien, on a pu effectivement aboutir à ce résultat-là. 107% d'annual recurring revenue, parce que forcément, des clients qui restent, donc des clients qui en parlent autour d'eux, et donc du coup, de plus en plus de prospects potentiellement intéressés. Et passage de 3% à 16% de ratio de stickiness, donc une utilisation beaucoup plus régulière et beaucoup plus récurrente du produit. Au-delà de ces métriques, dont on est très content et très fier, c'est ce qui nous a permis d'aboutir à ça, en fait, qui est intéressant. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans des transformations très lourdes et très coûteuses, on était sur des micro-transformations au départ, vraiment, enfin des sprints qui duraient une semaine, de temps en temps, les premiers mois, qui ont permis d'apporter énormément d'impact, si bien que cette méthodologie d'innovation qu'est le design thinking ou le design organisationnel au service des sujets RH permettent d'avoir un impact très rapide, un moindre coût, et surtout impacte beaucoup l'engagement des collaborateurs parce qu'on va au-delà des discours, on va au-delà de la marque employeur, on est véritablement dans « on fait ensemble ». Et de mon expérience et de l'expérience des personnes avec qui j'échange, ce degré d'impact, d'impliquer les collaborateurs dans les processus, ça a tendance à être pérenne en termes de résultats et d'impact derrière. Il y aurait énormément de cas d'usage à évoquer ensemble. On ne va pas le faire tout de suite, évidemment. On peut en discuter avec grand plaisir aujourd'hui et demain. La logique est la même, quelle que soit la problématique. À partir du moment où vos clients, donc en l'occurrence collaborateurs ou clients, ont une problématique ou une pain point que vous souhaitez adresser au service de vos objectifs, à partir du moment où il y a une appétence à apporter de l'innovation et à partir du moment où on est OK à travailler de façon pluridisciplinaire, c'est tous les critères dont vous avez besoin. Il n'y a absolument besoin de rien d'autre. Et après, ce n'est pas du sur-étagère. Chaque expérience sera différente. On a un framework, mais on le fait vivre par rapport aux enjeux qui sont personnels à chacun. Merci pour votre écoute. Merci.